Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Claudia, c'est la coach sportive et mentale la plus cool que je connaisse. Comme elle le dit si bien, c'est une casseuse de mythes. Et elle fait ça avec beaucoup d'humour et de légèreté. Avant de devenir coach, toute sa vie tournait autour du football. Elle avait rejoint le club de Montpellier. De grands espoirs reposaient sur elle, mais un accident a chamboulé tous ses plans. Elle décide alors de changer de voie et de se former en tant que coach. Elle prend conscience de toutes les idées reçues que l'on peut avoir autour de la nutrition et du sport, ce qui empêche les gens d'atteindre leurs objectifs. Alors ouvrez grand vos oreilles, Claudia va profiter de notre échange pour casser des mythes sur la nutrition. Elle a aujourd'hui bâti une solide communauté qui réunit plus de 80 000 personnes. Et elle doit son succès à son contenu de valeur et à son authenticité. On parlera durant notre échange de nutrition, de sport, de body positive, d'amour de soi. Ne devrait-on pas simplement faire confiance à notre corps ? Est-ce que l'on s'aime plus après avoir perdu ou gagné du poids ? Et si le déclic venait tout simplement de notre état d'esprit ? Et si nous avions tous une forte volonté en nous, mais que nous ne la mettions pas au bon endroit ? Et a priori, définir son pourquoi serait la clé de départ. Et pour cela, Claudia nous donne d'ailleurs une méthode très simple et efficace. Spoiler alerte, elle nous raconte également qu'elle a failli mourir plusieurs fois et elle a même réussi à placer le mot locomotive dans notre échange, ce qui m'a donné une super idée pour la suite du podcast. Un échange parfait pour cette rentrée puisque c'est une dose de motivation et de good vibes. Hello Claudia. Hello. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très très bien. Je suis très heureuse d'être invitée dans ce podcast. C'est moi qui suis heureuse. Merci d'avoir accepté d'ailleurs. C'est un grand plaisir. Super. Claudia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas ? Très bien, pas de souci. Alors, je suis Claudia, coach sportive et mentale depuis maintenant plus de 7 ans. Je suis casseuse de mythes et d'idées reçues dans le sport, de la nutrition, du sport, de la santé. Et j'aime bien dire que je suis aussi experte en bottage de cucu. J'aime bien botter des cucus. Et j'aime bien rajouter une syllabe à ce mot parce que ça le rend beaucoup moins vulgaire et beaucoup plus mignon. Et ça me donne un C'est vrai. côté un peu moins militaire, tu vois? Ouais, complètement. Mais c'est ça que j'aime bien chez toi. Donc en fait, pour expliquer un petit peu, j'ai découvert Claudia, je sais plus, il y a quelques mois, quelques semaines. Et je regardais un peu ses stories et j'ai vu qu'elle était venue dans mon QG à Valbonne, un bar hyper cool qui s'appelle le Patio. Et je me suis dit, non mais attends, elle habite par ici, etc. Bref, et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. Et ce que j'aime bien aussi, Claudia, dans ce que tu fais sur ta page Insta, mais on y reviendra plus tard, c'est que vraiment, t'es hyper toi, en fait. Tu fais du 100% toi. T'as une Oui, personnalité qui est, voilà, t'es vraiment, tu te caches pas derrière des choses, des mots, l'image de, etc. T'es vraiment toi à 100% et je pense que c'est ça que ta communauté apprécie aussi. Et moi, c'est ça qui m'a marqué en fait. ouais, c'est important. Et c'est pas si simple, hein, d'être soi-même finalement. Non, et encore moins à travers C'est Instagram bête, en hein? fait. C'est bête de se dire que c'est difficile d'être soi-même. Oui, et encore moins à travers Instagram, c'est vrai. Mais finalement, quand on enlève le masque, dans tous les sens du terme maintenant apparemment, et qu'on baisse un peu la garde ou qu'on voilà, on c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide Exactement, et finalement, on attire aussi les personnes qui nous ressemblent. Donc c'est important. complètement. Et alors du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière dans ta vie, Claudia? Parce que donc là, ça fait 7 ans que tu fais ça, mais tu n'y es pas arrivée en un claquement de doigts, j'imagine. C'est sûr. Voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu bah, déjà ce que tu faisais. Qu'est-ce que tu as fait des études en particulier? Qu'est-ce que tu faisais avant ça? C'était quoi ta vie avant ça? Alors ma vie avant ça, c'était une vie de sportive de haut niveau dans le football pendant 6 ans à Montpellier. Je suis partie, de chez mes parents à l'âge de 13 ans pour Waouh! être en sport-études. Voilà, j'ai été recrutée par le club de Montpellier et j'ai fait ça jusqu'à, pendant 6 ans. Voilà, j'ai vécu le monde du sport de haut niveau
et ça m'a appris énormément de choses et ça m'a aussi, permis de me dire, qu'en fait, moi, je voulais faire un métier dans le sport et ça, de toute façon, c'était depuis petite, mais c'est vrai que quand le sport de haut niveau s'est terminé pour moi suite à une blessure et un choix de carrière, je me suis dit: «De toute façon, mon avenir, il est dans le sport». Donc à la suite de ça, j'ai passé mes diplômes de coach sportive, donc un diplôme d'État qui s'appelle un BPJEPS, qui permet d'exercer en France, et à la suite de ce BPJEPS, je me sentais absolument pas prête de, coacher des gens. Je me suis dit: «C'est pas possible». Moi-même, je me faisais pas confiance. Alors c'était pas un syndrome de l'imposteur tout ça, bien qu'il devait y en avoir un petit peu. C'était surtout, je sentais que c'était très léger et qu'il y avait beaucoup de choses, c'était trop superficiel pour moi, j'avais besoin de creuser et comme ça me passionne, je me suis dit: «Je vais chercher, je vais voir comment je peux continuer de me former» et j'ai passé un diplôme qui s'appelle Bayesian Bodybuilding, qui est basé sur toutes les dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition et là, j'ai découvert que j'avais appris beaucoup de choses qui étaient obsolètes, que beaucoup de personnes, dans leur quotidien, dans leur nutrition, dans le sport, faisaient des choses qui étaient en fait des idées reçues et qui, non seulement les empêchaient d'atteindre leur objectif, mais en plus de ça, parfois pouvaient les rendre en mauvaise santé et donc je me suis dit: «Je vais devenir casseuse de mythes». Voilà, en toute humilité, voilà, je prétends pas devenir, détenir, pardon, la vérité parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger, changer, mais je dis: «Voilà ce que moi j'ai appris, voilà ce que moi j'ai testé aussi et voilà ce que je te transmets et tu en fais ce que tu veux». Voilà comment j'en suis arrivée là. Ouais, c'est drôle et c'est vrai effectivement sur ton compte Insta, tu t'apportes énormément de valeur, dans tes posts. J'en ai regardé pas mal et c'est vrai que tu casses vachement de choses. Je me rappelle, d'un de tes posts, où tu dis, tu sais, tu mets en avant le fait que, comme quoi il faut pas manger le soir parce que, on va Mmh. garder tout ce qu'on a à manger, parce que la nuit on n'a pas d'activité et cetera. Et qu'en fait tout ça c'est des conneries. En fait, le la seule chose qui compte, dis-moi si je me trompe, reprends-moi, c'est l'apport calorique journalier. Donc en fait, peu importe, C'est juste. voilà, peu importe, tu peux manger quand tu veux, quoi. C'est ça. En fait, c'est vraiment, le total calorique qui va compter. C'est pas, tellement le moment où on le mange. Après, il est vrai que quand on va manger tard, parfois ça va être inconfortable pour s'endormir, pour la digestion, tout ça. Mais, il y a un juste milieu comme on dit, c'est une question de dosage aussi. Il y a des personnes qui ont plus d'appétit le soir et puis finalement, c'est une bonne chose pour eux de pouvoir, manger enfin pas la totalité, mais leur plus gros apport calorique le soir et elles ne prendront pas de poids parce que, le total calorique fera que, soit elles sont en maintien calorique, soit elles sont en déficit et dans ce cas-là, il y a aucun problème. Tout à fait. Et j'ai lu, récemment là dans un livre de Lise Bourbeau, que tu connais peut-être, Bien sûr. la déesse du développement personnel. C'est ça. Voilà, et en fait elle explique que normalement on devrait faire confiance à notre corps, même en ce qui concerne la nourriture. On devrait manger quand on a faim, point barre. Il n'y a pas, 3 repas par jour. Si on a envie de manger 6 fois des petites portions, on devrait faire comme on a envie et on devrait être capable en fait de faire confiance à notre corps. Mais en fait dès notre plus jeune âge, on apprend à nos enfants, en fait, non, il faut manger le matin, le midi, le soir. C'est ça. Voilà. On perd on perd totalement cette écoute du corps. On Mm, est, complètement. robotisé un petit peu, quoi. Mais complètement. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'en fait, le bébé, quand il naît, il sait, il pleure quand il a faim, etc. Il écoute, il se fait confiance. Et tout de suite, en fait, on va lui apprendre dès les premières années de vie à déconstruire ça et à arrêter de faire confiance à son corps. Et bah, du coup, c'est complètement con. Mais bon, Du coup, il c'est faut comme tout ça. réapprendre. C'est ça, Mais c'est exactement. possible. C'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est possible. Tout à Donc c'est fait. cool. Et donc, si on revient sur ton parcours de vie, parce que t'es allé un petit peu vite, alors que c'est quand même assez fou. Donc, tu pars de chez tes parents à 13 ans. Donc, en général, on part de chez nos parents à 18-20 ans, 25 ans. Ouais. Toi, tu t'es barré à 13 ans pour suivre ta passion. Comment ça se fait que t'étais autant passionné de foot? Comment ça t'est venu, en fait? C'est une très bonne question, à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Parce que, j'ai une famille de sportifs, mais pas, on n'a pas grandi dans le foot, hein. Il y a pas de footeux, dans ma famille, je suis de Perpignan, le sport, c'est plus le rugby, donc j'aimais beaucoup le rugby aussi, mais je sais pas comment ça m'est venu, mais en tout cas, ça m'est venu en pleine tête et je n'ai pas lâché, mon ballon de la journée, de parfois même de la nuit, hein. On me disait: «Tu vas dormir avec ton ballon». Je disais: «Et alors? Peut-être». Tu vois? C'est presque ça, et ce qui était, «difficile» entre guillemets, hein, c'est pas une difficulté, mais c'est qu'avant, aucune fille ne jouait au foot.
C'est vrai, Ça c'est vrai. n'existait pas, en fait et du coup, quand je demandais à mes parents de m'inscrire dans un club, ils me disaient: «Bah, non». Non, parce que c'est pas, ils me disaient pas: «C'est pas un sport de filles», ils me disaient: «Beh, non, en fait, pour eux, ça n'existait pas». Et après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était possible, mais pour eux, ils disaient: «Bon, ça va peut-être lui passer», tu vois? Mais à force de casser deux trois vases dans la maison, au bout d'un moment, mes parents ont dit: «Bon, on va peut-être l'inscrire en club, on verra bien, écoute, si ça lui plaît, ça lui plaît pas». Si elle est acceptée aussi dans l'équipe parce qu'on me voyait jouer dans la rue, on me voyait jouer à l'école, mais qu'est-ce que ça vaut sur un terrain véritablement? On savait pas. Donc quand je suis arrivée à mon premier entraînement de foot, que j'étais la seule fille, les entraîneurs me regardaient, d'un air d'autoroute comme dit Gad Elmaleh et ils m'ont dit: «Bon, écoute, bon, bah, tu fais un test et puis si ça te plaît, tu pourras venir, jouer à la baballe avec nous», quoi, tu vois? Ju un peu comme ça et puis à la fin de l'entraînement, c'était, «Tu fais quoi ce week-end? On te veut dans l'équipe, on veut que tu joues avec nous». Énorme. Donc ouais, c'était énorme, ça fait plaisir de voir parce que même moi, je me suis dit: «Bah, c'est pas pareil de jouer dans la rue et sur un terrain de foot». Tu vois, moi aussi, j'ai eu le doute, je me suis dit: «Peut-être ça va rien donner». Puis finalement, j'ai de suite été acceptée et puis j'avais un très bon niveau et au bout de 3 ans, je me suis fait repérer par Montpellier, quoi. Mais c'est fou! Ouais, Mais c'est dingue. c'est un truc de malade. Donc ça veut dire qu'en fait, tu avais un espèce de don, de talent naturel, et tu étais un peu faite pour ça et ce Ouais. qui est bizarre, c'est que tu te sois blessée et donc pourquoi en fait? Enfin, pourquoi? C'est débile cette question, mais tu sais, des fois, tu te dis: «Est-ce que tu as compris pourquoi tu t'étais blessée? Est-ce que tu as compris pourquoi ça t'était arrivé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as accepté? Comment tu as fait pour, te dire: "Bah, voilà, c'est fini pour moi"?» Tu vois? Il s'est passé quoi à ce moment-là de ta vie? Alors déjà, je pense pas que j'ai eu un don ou un truc, c'est que je pense que j'étais avant tout passionnée et je faisais que ça et en fait, le fait de répéter les gestes, de regarder des vidéos, de regarder des matchs, de répéter, répéter. Après, bon, quand tu apprends seul, comme beaucoup de choses, tu développes pas toujours de bons automatismes. Après, tu apprends quand tu es en club et qu'on t'apprend les bases. Mais le fait d'avoir répété, de taper contre un mur constamment avec un ballon de foot, parce que souvent je jouais toute seule, bah, ça t'apprend à faire des passes, à tirer, à contrôler, tu vois? C'est vrai. Donc j'ai développé un petit peu mes capacités seule et le fait d'être passionnée, bah, ça a fait que c'était facile pour moi de passer des heures à jouer au foot. Ensuite, ma blessure, elle est arrivée, à l'année de mon bac, donc une année importante, scolairement, mais aussi une année importante au niveau du foot où après je pouvais signer un contrat pro qui aurait fait que, bah, voilà, j'étais payée, que, j'avais une petite sécurité de ce côté-là. J'ai perdu un an, parce que j'ai pas été encadrée au top du top, surtout au point de vue médical. J'aurais dû me faire opérer rapidement et en fait, on m'a pas opérée. On m'a dit: «Non, ça s'opère pas tout le temps, tu peux essayer». Alors j'ai essayé, je jouais, je me refaisais mal. Voilà, j'ai fait un petit peu, le yo-yo comme ça pendant un an, jusqu'à ce que moi-même j'aille voir un autre spécialiste du genou qui m'a dit: «Il est vrai que ça s'opère pas toujours, mais dans le cadre, du sport de haut niveau, étant donné qu'on sollicite beaucoup le genou, ça va faire tout le temps mal, donc c'est opérable, quoi». Et puis là, j'étais quasiment en fin de saison, j'ai dit: «Bon, je passe mon bac, après mon bac, je me fais opérer» et c'est ce que j'ai fait. Je crois que même le lendemain du bac, j'étais au bloc opératoire, tu vois? Énorme. Et après j'aurais pu reprendre, le foot, j'aurais pu, voilà, essayer de me raccrocher à la locomotive parce que pour moi, en fait, le train était passé. Clairement, j'avais loupé le train et je me suis dit: «OK», j'avais fait un choix dans ma tête. En fait, cette blessure m'a fait me dire: «OK, est-ce que, finalement, bah, c'est pas le moment de passer à autre chose?» Voilà et puis j'avais pas envie d'aller dans un autre club, j'étais bien à Montpellier, je m'étais toujours dit: «Si ça se termine à Montpellier, bah, pour moi, c'est terminé le foot». Voilà, c'est peut-être bête, mais c'est ce que je m'étais dit et du coup, bah, j'ai arrêté, j'ai fait passer mes études en priorité et j'ai passé mon diplôme de coach. C'est fou ça. Ouais, ça a été un choix comme ça, alors que clairement pendant 6 ans, bah, je dormais foot, je mangeais foot, je C'est vivais ça. foot. Pour moi, il y avait rien d'autre qui existait et puis finalement cette blessure m'a fait entrevoir que, bah, il fallait peut-être penser à d'autres choses, que la vie c'était pas seulement ça et que même si je continuais dans le foot, bah, potentiellement un jour ça s'arrêterait et qu'à mon époque, quand tu es une fille, tu en vis pas à 100. Aujourd'hui, Ah oui, c'est vrai. elles en vivent, tout dépend le club aussi. Tous les clubs ne mettent pas l'argent, sur les filles mais tout ce qui est PSG, Lyon, elles ont quand même un confort, financier qui est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir avec les hommes, hein, on va pas comparer, clairement Eh pas. ouais, malheureusement. Mais elles ont voilà, elles peuvent vivre de leur passion et très bien.
Donc ça, c'est cool, mais moi, à mon époque, voilà, il fallait penser à autre chose. Il fallait se dire: «OK, même si j'ai un contrat pro, demain, mais qu'est-ce qui peut se passer l'année prochaine?» Tu vois? Ouais, bien sûr. Il Et fallait penser finalement, quand même à avoir, une bouée de sauvetage, quoi. complètement. Et finalement, t'as bien fait parce que enfin, t'as développé un super truc. Et c'est ça aussi Ah qui oui, m'intéresse. Donc, t'étais quand même voilà, une sportive de haut niveau. Bah, tu l'es toujours finalement. T'es toujours une sportive de haut niveau puisque oui, j'ai bah, gardé ce voilà. truc-là. Et ouais, Quand tu t'entraînes tous les jours pendant 6 ans, et que du jour au waouh, lendemain, il y a plus rien, tu te dis: «Beh non, en fait, c'est pas possible». C'est c'est juste fou. pas possible. Ouais, c'est Et c'est dingue. et c'est incroyable. Et je rebondis aussi, ça me fait penser. Donc, j'ai quand même regardé pas mal de choses sur toi avant de te recevoir. Mmh. Tu expliques que tu détestes courir et t'as fait le Ouais. marathon de Paris. T'es Oui, une c'est ça, dingue. c'est ouais, un petit T'es peu. comme ça, Et toi, en fait. justement, c'est parce que ce goût de la compétition et du challenge que j'avais dans le foot et que j'adore, je suis très compétitrice et très challengeuse, ben je l'ai perdu, en fait. Et j'avais soif de ça. Et en fait, je l'ai retrouvé avec le marathon. Donc c'est ça qui a fait que j'ai fait ce marathon, vu que je déteste courir. Bon, maintenant, j'y ai pris goût, mais j'y ai pris goût parce que je me challenge à chaque fois, tu vois? Bien sûr. Ouais, C'est ouais. ça mon catalyseur. C'est ça ta motivation, en fait. C'est Exactement. ouais, 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 tout à fait. Toujours, ouais, te challenger, et aller encore plus loin, à chaque fois, quoi. C'est Et ça. comment t'as fait alors si on revient donc là, ça fait 7 ans que tu vis de cette activité maintenant. Est-ce que Ouais. tu peux nous raconter parce qu'aujourd'hui, voilà, en 2022, tu le remarques, il y a beaucoup de personnes qui essaient de se démarquer sur Instagram, de vivre de leur business. Comment tu as fait, toi, si tu nous racontes un petit peu les étapes de ton business sur les Mmh. réseaux, de l'évolution de ta communauté, parce que tu es quand même à la tête aujourd'hui de à peu près 60 000 personnes par rapport à ta communauté. Mmh. Ce qui est quand même cool, t'es bien suivi, t'es bien actif, tu fais des bons posts, ça apporte 71 énormément. 000 exactement. 71 000. Ah mais attends, mais t'as pris là ou quoi depuis? Ça va très vite. Ça va hyper vite. Bah justement, Ouais. bah, raconte-nous un petit peu bah, la montée un peu en puissance tout ce que t'as mis en place, quoi. Alors au début, j'étais sur Instagram un petit peu comme, tout le monde, on va dire, je postais des photos, voilà, des trucs, voilà. Instagram comme tout le monde. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai passé mon diplôme de coach et que par la suite j'ai continué de me former et de voir qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, je me suis dit: «Mais c'est pas possible. Je peux pas, laisser autant d'idées reçues, autant de personnes, échouer, pour des petits réglages qui peuvent changer leur vie, en fait, et qui peut non seulement les rendre plus heureux, mais en plus en meilleure santé». Et j'ai commencé à transmettre ça via Instagram. Alors au début, c'était des petits sketchs, pour faire passer un message, tu vois? Sur, une idée reçue, par exemple, le fait de, plus tu transpires et plus ta séance est efficace, tu vois? Des choses comme ça. Et en fait, à l'époque, sur Instagram, les vidéos ne pouvaient pas dépasser la minute. Ah Donc j'essayais de ouais. faire tout ça sur une minute. C'était ouf. Oh putain. Et puis un jour et puis je voyais que les personnes étaient très réceptives et en voulaient plus. Et un jour, je me suis dit: «Bon, bah, vu que je peux pas en une minute transmettre toutes les infos que je veux, je vais aussi, créer ma chaîne YouTube». Et là, j'ai créé ma chaîne YouTube, tout en continuant évidemment sur Instagram qui est aujourd'hui c'est mon plus gros réseau Instagram, hein. J'ai pas autant de monde sur YouTube, mais c'est une très belle vitrine. Et en me renouvelant parce que Instagram est un support qui évolue aussi et je pense qu'il faut évoluer avec. Donc il y a eu, des infographies, les réels ou les reels, je sais pas comment on dit, moi je dis les Les réels, Reels. les reels, Moi aussi, j'ai ça. voilà, maintenant les vidéos qui sont un peu plus longues. Hem, et voilà, j'ai appris à évoluer aussi avec ce support-là et à me dire aussi comment je peux aider au maximum les personnes en optimisant au maximum ce que je veux leur transmettre. Donc j'ai commencé aussi à créer des programmes, enfin avant tout des formations en ligne, beaucoup basées sur le rapport à l'alimentation. J'ai créé ma première formation, c'était sur la pleine conscience alimentaire. Donc comment on peut développer, bah, comme on disait au début de ce podcast, comment on retrouve finalement ces choses-là, cette conscience alimentaire, de savoir quand on a faim, de savoir, bah, finalement ce dont notre corps a besoin, de manger en pleine conscience, ce qui peut impacter notre digestion, mais également l'assimilation des nutriments et puis aussi notre perte de poids parce qu'on va avoir une satiété beaucoup plus importante. Et j'ai créé beaucoup de formations comme ça, aussi un petit peu basées sur les troubles du comportement alimentaire. J'ai aussi créé des programmes, donc sportifs, des e-books sur le métabolisme, des formations sur l'estime de soi, parce que par la suite, je me suis formée en neurosciences, à l'Institut des neurosciences appliquées avec, David Lefrançois. Donc maintenant aussi, Génial. j'ai rajouté une branche qui est plus, coaching mental, développement personnel,
parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et c'est vrai que de C'est plus en lié. plus ouais, complètement et de plus en plus mon contenu se base là-dessus et même voilà, j'ai sorti un livre en mars et c'est vrai que au bout d'un moment, mon éditeur me disait: «Mais, en fait, c'est un livre de développement personnel» et je dis: «Non, mais en fait, non, il y a quand même un chapitre sur la nutrition, un chapitre sur le sport» et c'est vrai qu'en fait, ça me passionne tellement que je vais me mettre à en parler et puis ne plus m'arrêter, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai développé cette activité, surtout en créant des formations, en créant des programmes, en faisant aussi du coaching à distance. Et ça a pris, voilà, beaucoup d'ampleur parce que je donne, comme tu disais, je donne beaucoup de valeur sur Instagram et je pense que c'est Complètement. important de donner Mmh. parce que déjà ça montre aussi un petit peu nos compétences, mais c'est important aussi que les personnes se disent: «Ah ouais, c'est pas mal, j'ai envie de tester ça». J'ai envie de tester, de voir ce que ça donne et peut-être de faire confiance à Claudia sur un prochain programme ou une prochaine formation. Complètement. Et c'est là aussi où c'est important, tu vois, on disait de montrer sa personnalité. C'est pour toi qu'on va y aller, quoi. C'est parce que ben, la Exactement. manière dont tu t'exprimes, t'es drôle, t'es fraîche, t'es toi-même, il n'y a pas de chichi. Et en plus de ça, effectivement, tu montres tes compétences en apportant beaucoup de valeur. C'est ça qui va donner envie aux personnes. Ben, moi, j'ai envie d'aller avec Claudia, d'aller me challenger avec Claudia, d'aller me faire coacher. Et ça, je trouve que tu le fais hyper bien. Et aujourd'hui, tu es toute seule ou tu t'es fait accompagner là-dessus, justement, par rapport à ton business? Alors sur le business actuellement, je suis seule, sauf pour, mes vidéos YouTube, j'ai un monteur vidéo, mais j'ai également un associé avec lequel on crée un accompagnement, pour les femmes uniquement, basé sur la perte de poids où lui s'occupe de toute la partie, sport et nutrition et moi je m'occupe de du coaching mental. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui est vraiment complet où, on va rien laisser au hasard et on va s'occuper de tout, hein. Vraiment, s'il y a des blocages en termes d'estime de soi, en termes de mental, là, tout va être débloqué pour qu'il y ait une vraie perte de poids et qui s'inscrive sur le long terme. Mais après, mis à part ça, pour l'instant, je suis seule, à gérer, tout mon business en ligne, quoi. Bravo, franchement, chapeau, hein, parce que Ouais, c'est ouais. voilà, plus ça va et plus, là, je suis en train de checker pour plus m'entourer parce que c'est vrai que en termes de charge mentale et de vouloir, développer un peu plus, je pense que c'est indispensable de s'entourer d'une équipe, quoi. On peut Mmh mh. pas, tout faire tout seul au bout d'un moment, on va être, limité, ça c'est certain. Complètement. En tout cas, je reviens sur ce que tu disais par rapport, aux fluctuations du corps, prise de poids, perte de poids et cetera. Mmh. Que tu disais que c'était, ben, lié, au développement personnel, au mental, donc bah, Bien je sûr. te rejoins là-dessus, c'est une évidence, c'est très vrai. Et je reparle encore de Lise Bourbeau, donc je ne fais pas la pub pour Lise Bourbeau, désolée, mais ça fait, des mois que je lis un livre parce que j'ai beaucoup de mal à j'ai une tonne de livres à lire, bref, et du coup, je suis sur ce livre de Lise Bourbeau depuis des mois et elle explique justement, bah, exactement ce que tu dis, que en fait, si on est trop maigre, c'est-à-dire que il y a aussi attention de bien mettre son comment dire? Son ah j'ai perdu le mot, mais son rad enfin ses critères au bon endroit, quoi. Enfin, Oui, il y en a qui vont penser qu'ils sont trop gros alors que non, d'autres trop maigres alors que non. Donc il faut faire attention là-dessus aussi, savoir ce que ça veut dire être trop gros et être trop maigre. c'est ça. Et effectivement, c'est lié forcément avec quelque chose, avec le psychologique en fait, c'est ça que je voulais dire. Et je fais un lien avec ce que tu dis. Tu parles à un moment donné dans une vidéo, dans un post en tout cas sur Instagram, tu parles du body positive. Et en fait, tu dis, on tombe toujours dans les extrêmes, que ce soit en surpoids Mmh. ou en sous-poids. Et en fait, c'est une question de s'accepter, etc. Mais c'est aussi une question de danger pour la santé. Il y a un moment donné, si tu es en surpoids, ça peut être dangereux pour toi. Et c'est peut-être effectivement lié aussi à un problème psychologique que tu n'as pas réglé, un petit souci. Pareil si tu es en sous-poids. Et moi, c'est ça que j'aime pas du coup dans tout ce body positif, ça m'énerve parce que du coup, ça fait culpabiliser aussi les femmes qui sont minces et qui vont se dire bah attends, mais moi du coup, est-ce que je suis trop mince? Est-ce qu'il faut du coup avoir plus de forme? Et on rentre toujours dans ce truc où, finalement dont on voulait sortir. Et tu vois, c'est toujours la même chose en fait, c'est un cercle vicieux quoi. C'est vrai, c'est très vrai et c'est vrai que la partie mentale est souvent délaissée, quoi. Mais Heu, complètement. on est focus sur la nutrition et le sport et moi, ce qui m'a gênée dans le body positive, c'est qu'en fait, ça a été un peu le téléphone arabe, en fait. C'est parti d'un truc et finalement, c'est arrivé à un autre truc. On s'est dit au début, c'est s'accepter, tel que l'on est et cetera et ça a fini en mode, il y a certaines femmes, c'est peu importe si je suis en surpoids et en danger pour ma santé, je m'accepte et donc je dois rester comme ça. S'accepter, ça veut pas dire que, on doit se mettre en danger pour notre santé,
et ça veut pas dire non plus que ça va nous empêcher de changer, et c'est même la meilleure façon de changer. Si par exemple, on a un poids qui est un danger pour notre santé, et je répète pareil, toujours en sous-poids qu'en surpoids, bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis: «Je m'aime et je m'accepte et j'accepte mon corps tel qu'il est», que je m'autorise pas à changer. Ça va être la meilleure façon parce qu'on va pas, s'aimer plus en perdant du poids ou en prenant. C'est l'amour de soi, l'estime de soi, c'est tout autre chose. Il y a certaines femmes et même hommes, qui vont baser leur perte de poids, leur objectif sur, bah, je m'aimerai plus quand j'aurai 10 kilos de moins, et ils vont se rendre compte que c'est pas le cas du tout. Parce que justement, ils ont pas traité les choses qui étaient dans l'amour de soi, qui n'ont rien à voir avec une composition corporelle. Tout à fait. Donc c'est très important à prendre en compte aussi, et je vois trop de personnes dire: «Je me déteste, il faut absolument que je perde du poids», et ça, c'est voué à l'échec direct. C'est l'effet yo-yo garanti, c'est un rapport avec son corps, avec l'alimentation qui va pas être sain, et ça va être un cercle vicieux qui va créer beaucoup de problèmes, autant en santé mentale que physique. Mais complètement. Et c'est là où c'est hyper important ou de se poser justement la question, ok, a priori je suis un peu en sous-poids ou a priori je suis un peu en surpoids. Qu'est-ce qui fait que mon corps soit comme ça? Pourquoi je suis en surpoids? Pourquoi je suis en sous-poids? Quel peut être le lien avec mes pensées, mes petits soucis psychologiques? Et c'est pour ça que je trouve ça super que toi tu développes du coup cette partie mentale, développement personnel, parce que tu as raison. En fait, si tu accompagnes quelqu'un sur un gros changement physique, il faut l'accompagner aussi sur le plan psychologique, puisque bah, tout est clairement lié. C'est clair, c'est indispensable, et des fois le déclic, il vient juste de là. C'est fou. Parfois c'est ouf de se dire, alors ça va un peu à l'encontre de certaines choses quand je dis: «Oui, déficit calorique, c'est indispensable à perdre du gras», hem, mais parfois on va changer, il va y avoir un déclic mental chez la personne, elle va pas spécialement changer ce qu'elle mange parce que disons qu'elle a déjà une alimentation saine, et en fait elle va se mettre à perdre du poids parce qu'il y a eu ce déclic mental qui manquait, et en fait ça change toute la chimie du corps. On oublie trop souvent qu'en fait tout est connecté et qu'on peut changer la chimie du corps avec aussi ce qui se passe dans notre tête, que tout part de là. Et j'ai vu des personnes dans les accompagnements, de coaching mental, me dire: «Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé grand chose dans mon alimentation ni dans mon sport, et maintenant en fait mon corps, ça y est, il est OK avec le fait que je perde du poids», et le déclic est fait et je perds véritablement du poids, quoi. Ah, c'est fou. Ouais, ça, c'est tellement passionnant. Et c'est vrai que, enfin, ouais, c'est vrai que bah, pour faire un rapport très très rapide avec mon expérience, moi depuis que je suis dans le développement personnel, etc., j'ai jamais autant aimé mon corps. Mais c'est pas qu'il a changé, c'est pas c'est ma perception en fait, c'est ma perception des Ah, choses. Le développement personnel, ça permet aussi de travailler, comme tu disais, l'amour de soi, qui est une clé dans la vie. Pour tout, pour être heureux, pour réussir à bien sûr, construire une vie qu'on a envie de construire. Et l'amour de soi, c'est tellement important. Si t'es pas ton premier fan aujourd'hui, mais personne ne le sera à ta place en c'est fait. clair, c'est clair. C'est, Je suis enfin tellement bref, d'accord avec ça. je pense qu'on pourrait, on a compris, hein, on pourrait toutes les deux en parler des heures, Ah, c'est passionnant. mais carrément. Et du coup, bah, pour faire un lien avec ton livre, tu disais du coup qu'il y avait un aspect très dev perso. De quoi ça parle alors ton livre? Alors mon livre, il s'appelle «Déchire tout, les 5 étapes pour transformer ton corps et ton esprit». Donc du coup, forcément, va y avoir de la nutrition, du sport, mais également du mental. Mais dans l'aspect mental, ben voilà, j'ai développé, justement ce qu'on disait, tout ce qui est estime de soi. Tout ce qui est, rapport au corps, rapport, à la confiance en soi, l'amour de soi, mais également dans la partie dev perso, j'ai aussi beaucoup parlé de volonté et de motivation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues bizarrement là-dessus. La motivation, on pense que c'est quelque chose, bah, qu'on a comme ça en se réveillant le matin, que, voilà, je reçois beaucoup de messages tous les jours, hein, quand je demande à ma communauté ou aux personnes que je croise: «C'est quoi ta difficulté? Pourquoi tu as pas réussi? Pourquoi à un moment donné, bah, tu as réussi et puis finalement tu as pas réussi à tenir tes résultats?» Bah, c'est la motivation. Je suis pas motivée ou j'avais plus la motivation. La motivation, souvent on pense qu'elle vient, toute seule, mais sauf que la motivation, elle vient dans l'action. Elle vient pas, c'est quelque chose qui va, c'est pareil, c'est quand on bouge aussi, on change la chimie du corps et on change aussi ce qui va se passer dans notre tête, et il y a pas de motivation sans action. Pour moi, ça, c'est très, très clair, et c'est pas l'inverse, en fait. C'est pas il faut pas, comment dire? C'est bouger pour être motivé et non pas, attendre que la motivation arrive, quoi.
Et Ouais, pour tout à fait. la volonté, c'est pareil. Souvent, c'est: «J'ai pas de volonté». Tout le monde en a de la volonté, c'est juste qu'on les met pas dans les bonnes choses. À un moment donné, il faut lister nos priorités et se dire: «OK, selon mes objectifs actuels, selon ce que je veux dans ma vie, c'est quoi mes priorités et dans quoi je mets ma volonté?» Parce que la volonté, on peut l'avoir comme un muscle. Si on s'en sert pas, bah, elle ne vaut rien, elle n'a pas de force. Si on s'en sert trop, ça va être compliqué de la solliciter pour nos objectifs. Et en revanche, si on arrive à bien doser, à la mettre là, aujourd'hui, où pour nous sont nos priorités, on va pouvoir la mobiliser au maximum. Mais il faut avoir conscience que c'est une ressource qui s'épuise. Donc, vraiment d'allier cette notion de repos, de récupération au sens propre et vraiment au sens figuré, pour pouvoir justement tenir sur le long terme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir, c'est qu'on a tous de la volonté, c'est juste qu'on la met pas au bon endroit et souvent on se rend pas compte quand on l'utilise. Le simple fait d'aller faire ses courses et de faire un choix entre 2 marques de PQ, ça va utiliser la volonté. On fait environ plus de 200 choix par jour concernant l'alimentation. Il est normal qu'arrivé à la fin de la journée, après une journée de boulot, quand on sait pas quoi manger, et quand on sait qu'il est très facile de se faire livrer une pizza ou un Uber Eats, pas forcément sain, bah, qu'on va se tourner rapidement et facilement vers ça. Donc ça, si on a conscience de ça, on va savoir aussi comment on peut mieux s'organiser là-dessus et justement, pouvoir, allier tout ça à une perte de poids ou juste à un maintien d'une bonne santé. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une phrase que tu répètes souvent, tu l'as dit, l'action engendre la motivation. Mmh. Et moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que, donc oui, là-dessus, je te rejoins à 1000%, mais je pense aussi, tu vois, qu'il faut se concentrer, par exemple, si tu as envie de te mettre au sport, bah, pose-toi la bonne question, qu'est-ce qui te motive vraiment dans cette idée? Est-ce que c'est de sculpter ton corps? Est-ce que c'est une motivation suffisante ou est-ce que c'est pas, tu vois, moi par exemple, ma motivation c'est de me dire que bah, je sais que quand je vais faire du sport, mon bien-être psychologique est d'autant plus fort et enfin, c'est incroyable le bien-être que Mmh. ça apporte, ça te permet de te dépenser, etc. Et je pense que c'est de te poser la question, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est Pourquoi à ça, la base, le c'est quoi ta pourquoi. motivation première? Et après, bien sûr, il faut passer à l'action, te bouger le cul, comme tu dis. C'est la clé pour que ce cercle vertueux soit perpétuel. Action, motivation, action, motivation, action, motivation. Mais te poser la question de pourquoi tu veux faire ça, voilà. C'est ça, c'est se connecter à son vrai pourquoi et j'ai une petite technique pour trouver son vrai pourquoi, c'est de se poser 5 fois la question du pourquoi. Par exemple, pourquoi tu veux te mettre au sport? Il y a des personnes, une grande majorité aujourd'hui quand je pose ces questions, c'est, bah, pour perdre du poids. OK, pourquoi tu veux perdre du poids? Bah, pour, me sentir mieux dans mon corps. Pourquoi tu veux te sentir mieux dans ton corps? Bah, parce que, j'ai un problème, d'estime de soi, je me sens plus confiante, par exemple, quand je perds du poids. OK, pourquoi tu penses alors tu peux dire pourquoi tu penses que tu vas te sentir plus confiante ou tu peux dire pourquoi tu as besoin d'avoir plus, confiance en toi? Bah, parce que ça va me permettre d'être plus alignée avec mes valeurs, de parce que je suis une personne intègre et je suis une personne qui est saine et j'ai besoin vraiment de véhiculer ça, par exemple. Ça peut être, un pourquoi, mais aussi parfois on va partir d'un truc et on va arriver à quelque chose de totalement différent. Souvent ça va être, bah, parce que voilà, je veux perdre du poids, parce que j'ai envie de me sentir bien et faire des activités. Bah, pourquoi tu as besoin de ça? Bah, parce que j'ai besoin de m'amuser avec mes enfants et cetera. OK, pourquoi tu as besoin de t'amuser avec tes enfants? Bah, parce que ça leur procure de la joie et moi ça me procure de la joie aussi et j'ai envie d'être à l'aise avec eux, quand je m'amuse avec eux, par exemple. Et ça aussi, ça va être un pourquoi qui est puissant. Et ça, dès lors où on va manquer de motivation et qu'on va se rappeler de pourquoi on le fait, bah, en fait, on va plus se poser de questions. On va directement, ça va être un puissant catalyseur plus que, je fais du sport parce que je veux perdre du poids. Elle est géniale cette technique, je vais te la piquer. Tu peux tu peux Non. complètement me la piquer. Franchement, elle est hyper Je l'ai simple. Moi, moi-même j'aime. piqué. Ah, ben voilà, mais de toute façon, on se pique tous tout, hein. Non, je Voilà, mais plaisante. quand c'est pour des bonnes choses et pour Mais s'élever les uns oui, les autres, franchement, mais je carrément. l'ai appris durant ma formation en neurosciences. Voilà, C'est c'est David génial. Lefrançois qui nous l'avait donné et c'est extrêmement puissant, je trouve et très simple à mettre en place et ça peut C'est être ça. mis en place pour tout objectif, hein, de Tout à vie, en fait. fait, donc c'est hyper puissant. C'est génial. Et moi, je suis une geek du développement personnel, mais des méthodes simples et efficaces, tu vois. C'est ça qu'on peut tous mettre en Voilà, place exactement. Donc cette technique, merci, je te remercie vraiment parce que elle est super et je pense qu'elle va plaire à plus d'une. C'est top. Merci beaucoup. avec grand plaisir.
Et d'ailleurs, j'ai une question qui commence par pourquoi? Ouais, c'est ça. Pourquoi Vas-y. pourquoi tu expliques enfin, le pourquoi, je l'utilise là pour faire la transition, mais c'est pas Mmh. tout à fait juste comme question du coup. Mais tu expliques que tu as failli mourir plusieurs fois. Ça m'a fait je me suis tapé une barre énorme quand tu as dit ça dans ta story là, enfin dans ta story à la une. C'est quoi cette histoire? Ah ouais, dois-je vraiment le raconter? Oui, bien sûr, je Non, pense tu n'es pas très obligé, mais inspirant. Non, non, je pense en que ça fait, vaut le coup. j'avais fait un réel, hem, où je sais plus, c'était sûrement dans une vidéo YouTube, j'ai pris ce passage-là, où je dis que moi, parfois, j'aime bien regarder les vidéos de dev perso, les conférences hyper inspirantes des personnes qui ont réussi, tu vois? Et tous, ou en tout cas une grande majorité, et Ah, pour ça, moi, c'est je sais ce que tu vas franchement, dire. pour moi, c'est tous, ils ont failli mourir, ils ont eu des trucs de ouf dans Des leur vie. trucs de ouf, mais Et c'est moi, j'étais là, tellement vrai. ah ouais, j'ai dit: «J'aimerais trop faire ça, faire une conférence ou une vidéo hyper inspirante comme ça, où je raconte comment j'ai failli mourir» et et je me pose la question: «Quand est-ce que j'ai failli mourir?» Et je me dis: «Ah ouais, C'est je m'en ouf. rappelle, une fois, j'ai vraiment failli mourir. J'ai failli me noyer. J'étais dans un lac dans l'Hérault et et j'ai voulu aller chercher un ballon qui était coincé sous une branche d'arbre, toujours l'appel du ballon. Et j'étais avec 2 autres copines qui étaient en train de s'amuser, avec une écrevisse, ouais. Je sais, c'est complètement ouf. On dirait, tu sais, on dirait quand tu fais des cauchemars qui n'ont ni queue ni tête. Oui, c'est bizarre, hein, on Pareil. dirait pas que c'est la réalité là. Moi, je pars dans mon délire, je dis: «Je vais aller chercher le ballon, comme ça on va s'amuser». Et je dis: «On va s'amuser», j'ai quand même, j'ai plus de 18 ans à ce moment-là, hein. Mais, pour moi aujourd'hui, j'aurais pu faire la même chose. Tu vois? À 27 ans, j'aurais pu faire la même chose. Et j'y vais, et dans les lacs, il y a du courant. Donc pour aller chercher le ballon, ça va, j'ai le courant avec moi. Je récupère le ballon et là, je me rends compte que je suis à contre-courant. Comme d'hab, hein, moi de toute façon mon truc c'est le contre-courant. Mais là, je le suis vraiment. C'est-à-dire que je nage, je n'avance pas. Je fais: «Putain, ça va se passer comme dans les films». J'ai un ballon pourri dans la main qui en plus, je me suis rendu compte qu'il était à moitié crevé. Je suis en train de nager à contre-courant avec un bras, je suis en train de m'essouffler. Je regarde les 2 autres folles en train de s'amuser avec une écrevisse. Je Oh lui dis: mon Dieu. «Putain, c'est ça ma mort?» J'ai putain, et je commence vraiment à paniquer, en fait. Je commence vraiment à perdre de l'énergie, à perdre la force. Au bout d'un moment, je dis: «OK, je me laisse aller», tu vois? Je lâche prise. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai pied. Voilà. Ah, J'avais c'est pied génial, depuis le début c'est et je me génial. dis: «Putain», et en fait, j'en ai tiré une vraie leçon, en fait, en racontant ça en vidéo, finalement. C'était inspirant quand même. Je me suis dit: «En fait, finalement, parfois, quand tu lâches prise, bah, c'est là que tu te rends compte que, bon, déjà que tu as l'air con, mais tu te rends compte que finalement, c'est là que tu avances». Tu vois? Que parfois lâcher prise est indispensable à avancer. Et je me suis dit: «Bon, beh, finalement ma mort a fait être très, très con, mais j'ai quand même réussi à tirer des leçons». Mais Voilà. carrément, mais carrément. Et c'est marrant ce que tu dis, le fait, que, les personnes qui ont réussi ont vécu des trucs de ouf, Ouais, alors soit ont failli mourir, soit se sont retrouvées dans la merde, mais jusqu'au cou, à plus avoir un sou, à manger, une biscotte par jour, enfin moi ouais, j'ai des exemples aussi, de dingue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, mais attends, mais ça veut dire que pour réussir, il faut en fait prendre conscience de quelque chose, donc de la vie en fait, que bah, la vie, il n'y en a qu'une, que tout peut arriver du jour au lendemain. Et une fois que tu as pris conscience de ça, bah, je pense que tu n'as plus de limites. Et c'est là où c'est tu peux vrai, vraiment te dépasser c'est vrai. Et ouais, malheureusement, parfois, il faut tout perdre pour se rendre compte que ce qu'on a perdu avait de la valeur. aussi. C'est l'humain qui est comme ça, hein. Après, parfois, on arrive à réagir avant, mais parfois, ben, on doit se retrouver bien bas pour monter, pardon, bien haut, quoi. Donc c'est indispensable. C'est ceux qui vous diront qu'ils n'ont pas eu d'échec ou qui n'ont pas galéré, j'ai du mal à les croire, clairement. Ouais, ça n'existe pas. J'ai vraiment du mal à les croire et je pense qu'il y a tellement d'enseignements et de richesses derrière des échecs, que ce serait dommage de pas y passer, quoi. Complètement. Complètement. Rien à voir, mais tu parles de l'alimentation intuitive. Est-ce que du coup c'est en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de se faire confiance et d'écouter son corps et de manger ce qu'on a envie de manger, c'est en relation avec ça? Alors oui, c'est en relation avec ça. Après l'alimentation intuitive, c'est vraiment quelque chose qui est, hem, comment dire? C'est basé sur plusieurs principes. Et voilà, comment parce qu'en fait, quand j'en parle, je suis prudente parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont suivi des formations là-dessus et qu'il y a des principes à respecter, et cetera, que c'est pas un terme qu'on balance comme ça. Mais moi, j'en ai parlé parce que j'ai sorti justement un programme sur l'alimentation émotionnelle, comment faire pour ne plus avoir un rapport émotionnel avec l'alimentation.
et dessus, j'ai mis un petit peu d'alimentation intuitive et vraiment en me basant sur les 10 principes, de celle-ci, qui est par exemple honorer sa faim, hem, ne plus avoir cette mentalité de régime, ne plus, catégoriser les aliments, hem, justement être conscient de cette, alimentation émotionnelle, de cette faim émotionnelle. Voilà, il y en a 10 comme ça et c'est pour ça que j'en ai parlé, en fait, mais j'ai pas sorti quelque chose sur l'alimentation intuitive. Je l'ai juste rajouté à la branche, se libérer de l'alimentation émotionnelle. D'accord. En tout cas, c'est un sujet intéressant, comme aussi le fait de manger avec amour. C'est ça, Prendre du... Voilà, de toute tellement. façon, on devrait donner de l'amour dans tout ce qu'on fait, en fait, dans la À vie. C'est partir un du peu... moment où on met de l'amour, Bah ouais, généralement le ce qui suit, enfin les résultats sont en accord avec ça, quoi. complètement. Complètement. Autre sujet intéressant dont tu parles, en tout cas moi qui m'a percuté, qui m'a interpellé, puisque c'est un peu le truc du moment, donc le Nutri-Score sur les produits qu'on peut acheter au supermarché, on est un peu tous obsédés par ces... Enfin, moi oui, je regarde toujours si c'est A, B, C, D, et je suis la première à dire ah non c'est D, c'est mort, j'achète pas. C'est ça. Et du coup, bah, toi en tant que casseuse de mythes, tu casses un peu ce truc de notes de Nutri-Score et je trouve que c'est hyper intéressant. Tu peux nous expliquer du coup là en live ce que tu expliques dans cette vidéo? Alors le Nutri-Score, c'est un système qui permet, d'évaluer la qualité de ce qu'on achète, soi-disant. Donc beaucoup de personnes, dès que c'est sorti, se sont dit: «Génial, je vais pouvoir faire attention à mon alimentation et je vais prendre tout ce qui est A et je vais avoir, je vais perdre du poids, je vais» voilà. Sauf que ce système a 2 grosses limites. Notamment, de ne pas s'intéresser à la qualité, en fait, véritable du produit. Je te donne un exemple, l'huile d'olive, elle va être classée E, parce que c'est un Ah ouais, produit d'accord. gras. En fait, c'est plus basé sur, l'apport calorique, sur le fait que, La bah, plus quantité il va y alors. a voilà, plus la quantité. Alors si c'est un produit très sucré, bah, il va être, classé E. Si c'est un produit très gras, il va être classé E. Mais en revanche, on s'intéresse pas aux vertus pour la santé. L'huile d'olive a d'énormes vertus pour la santé. Elle va être classée E. C'est pas normal. À côté de ça, des, céréales industrielles, elles vont être classées A ou B. Alors qu'elles devraient être plus classées dans le à côté de l'huile d'olive, surtout, D ou E, tu vois? Et ça va être pareil avec le chocolat noir, par exemple, qui a aussi des vertus pour la santé, il va être classé E. Voilà, on va plus s'intéresser justement à au total, des nutriments comme le sucre ou le gras, plutôt que de s'intéresser vraiment à ce que ça peut nous apporter en termes de santé. Et donc on va se retrouver avec des produits industriels classés A, alors qu'ils sont pas, dedans, il va y avoir des additifs, il va y avoir des substances chimiques, enfin, ça va pas être des produits sains. Qu'est-ce que tu recommandes alors pour faire la part des choses et pour réussir à acheter de bonnes choses pour la santé finalement? Je pense qu'on devrait, essayer de faire en sorte que la majorité de notre alimentation soit composée d'aliments entiers, fruits, légumes, des protéines, de qualité. Alors si on est, carnivore, ben, essayer de trouver, de la viande qui soit pas trop, industrielle, qui soit pas, si on peut acheter sa viande chez le boucher, c'est génial. Les poissons, pareil, éviter de prendre des poissons d'élevage, par exemple. Hem, Si on est végétarien, on va faire en sorte de faire le plein de légumineuses, tout ce qui est, lentilles, quinoa, pois chiches et cetera, toutes ces graines-là qui vont constituer l'apport, en protéines. Après, il y a le tofu, tout ça, mais c'est plus compliqué d'en trouver qui ne soient pas trop industriels. Mais c'est pas non plus, complètement dégueulasse, en termes de je veux dire de composition. C'est quand même très intéressant. Donc déjà se tourner vers ça en majorité. Mais ensuite, c'est OK d'acheter des choses qui sont industrielles, mais on tourne le paquet 3 secondes, on lit les ingrédients. Premièrement, s'il y a une liste d'ingrédients qui est énorme, on va éviter. Si on en prend, bah, que ça fait pas partie d'une grande partie de notre alimentation, on se dit: «C'est pas très grave, je peux en manger de temps en temps». Si c'est 10 de notre alimentation, c'est OK. Maintenant, si on sait que c'est quelque chose qu'on va consommer quotidiennement et assez fréquemment, on va éviter d'avoir des listes d'ingrédients à rallonge avec des ingrédients donc on ne sait même pas ce que c'est. On a l'impression que c'est écrit en chinois. À partir du moment où vous pensez que c'est écrit en chinois, N'achetez pas. voilà, on évite d'acheter ou en tout cas, on évite que ça fasse partie, de notre alimentation en majorité. Voilà, je dis toujours, on a 80 à 90 de d'aliments entiers et sains et puis le reste, ça reste du kiff et si c'est industriel, c'est OK. Faut pas non plus être comme ça en se disant: «Non, non, c'est mauvais, c'est mal», c'est non.
Des fois, il y a des trucs qui sont kiffants, soyons honnêtes avec nous-mêmes et si ça fait pas partie, de plus de 10 de notre alimentation, ça n'aura aucun impact sur notre santé et encore moins sur notre composition corporelle. Donc ça, c'est OK. Complètement. En fait, je pense qu'il faut essayer d'acheter, comme tu dis, le moins de produits transformés et de faire Ça. nous-mêmes le maximum de choses, quoi. C'est ça. Oui, aller chez les producteurs, trouver, tout ce qui est, fruits et légumes qui sont locaux, Grave. éviter de prendre des choses qui viennent de l'autre bout du monde aussi. Alors je sais que c'est pas toujours simple selon où est-ce qu'on habite, mais on peut toujours faire de son mieux, un minimum. Voilà, il y a des producteurs un petit peu partout maintenant, donc c'est quand même assez simple. C'est aussi simple d'essayer de trouver comment ne pas non plus exploser notre budget, en termes de fruits, légumes et cetera. Parce que souvent on dit: «Ouais, mais c'est plus cher». Bah, pas toujours. Ça peut être bien de checker, c'est pas toujours plus cher, et comme je dis, ce que tu ne mettras pas en argent, ce que tu vas mettre en argent, pardon, dans ton alimentation, tu ne le mettras pas, chez ton médecin à te soigner de choses, C'est qui clair. t'auront mis en mauvaise santé. Donc l'un dans l'autre, moi je préfère mettre plus d'argent dans mon alimentation que dans des soucis de santé. Après c'est une question de choix. C'est vrai, c'est un très bon argument. Très, très bon argument. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, toi, de tout ce qui est cette histoire de devenir vegan, végétarien, etc. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Moi, je pense que c'est totalement possible, qu'on peut, heu, qu'on peut avoir une très bonne alimentation, avoir, tous nos apports en étant végan, en étant végétarien. Maintenant, ce qui est indispensable, c'est d'avoir des connaissances. Parce que on peut être vite carencé et vite ne pas avoir les bons apports. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais il faut vraiment, creuser le sujet, il faut se faire accompagner peut-être, mais ne pas se dire du jour au lendemain: «Je deviens végan». Voilà et de passer d'une alimentation, carnivore à végane. Faut y aller, je pense aussi progressivement, à moins qu'on ait vraiment eu un traumatisme ou un dégoût, hein, ça existe, c'est très fréquent. Sinon, essayer d'y aller progressivement pour notre corps, pour notre santé, pour notre mental aussi et ça nous permet aussi de faire facilement la transition et pendant cette transition-là, emmagasiner un maximum de connaissances là-dessus afin d'avoir une alimentation qui soit végane et qui soit aussi, optimisée en termes de nutriments et ne pas se retrouver carencé. Ce serait dommage de devenir végane pour être en meilleure santé et finalement, aller vers une mauvaise santé. Ouais, complètement, complètement. Toujours le même problème. Voilà, il faut se renseigner et encore une fois, s'écouter, quoi. C'est toujours Exactement. la même histoire. Donc aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, donc tu es quand même à la tête d'une belle communauté, tu vis de ton business, tu t'es créé un nom, tu t'es créé Mmh. une identité numérique. Comment dire, est-ce que tu penses que c'est cet aspect de ta personnalité, le fait que tu sois hyper déterminé, qui t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, il y a des chances, ça en fait partie, c'est certain. Maintenant, je pense que le fait d'être passionné, de faire les choses avec amour aussi, ça a une grosse partie de cette, j'aime pas dire réussite parce que pour moi réussite, j'ai l'impression que c'est un aboutissement enfin, pour moi, c'est le début toujours de quelque chose, tu vois? Je pense que j'ai encore beaucoup de choses beaucoup de chemin à gravir, mais le fait que j'en sois là aujourd'hui, c'est parce que je suis avant tout passionnée par ce que je fais et que j'ai envie de vivre de cette passion. J'ai pas envie de faire un métier qui ne me plaît pas. J'ai pas envie de me lever le matin, en me disant: «Putain encore, une journée de plus à subir». Non, j'ai envie de vivre et pas subir et j'ai envie de kiffer et pour ça, c'est sûr qu'il faut être déterminé, c'est sûr qu'il faut se dire que, ça va prendre, beaucoup de travail, que ça va prendre, beaucoup de temps, que ça va demander parfois aussi des sacrifices. Mais si on aime ce qu'on fait, ce sera beaucoup moins difficile de faire ces sacrifices-là et que ça prenne autant de temps. Donc je pense que la passion, l'amour, c'est aussi quelque chose qui voilà, c'est pour moi, c'est indispensable. En facteur de réussite, c'est si ce n'est, les 2 gros piliers. Hmm. Et la motivation, du coup, est-ce que finalement la Bien sûr. motivation, ouais, c'est ça en fait. Et la motivation est basée complètement sur ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Puisqu'en fait, ce qui te motive, c'est justement de ne pas retomber dans un quotidien que tu n'aimes pas, mais de vivre chaque jour à ta manière. Et c'est ça, en fait. C'est toujours pareil, en fait. C'est L'action sûr que c'est engendre la c'est motivation. un Et... puissant Bah un ouais, puissant catalyseur aussi. complètement. Complètement. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ton puissant catalyseur pour tenir 4 minutes 20 en gainage? Parce que moi, je suis hyper fière de mon 2 minutes. Euh, mais du coup, 4 minutes 20, je t'avoue que c'est quand même fat. Je crois que le record que j'avais fait, c'était, 6 minutes Ah, 16. what? En fait, c'était pendant le confinement
tous les jours, je faisais un challenge gainage enfin tous les jours ou non, une fois par semaine, je faisais un live où je défiais quelqu'un en gainage. Et en fait, le fait de l'avoir répété comme ça, juste une fois par semaine, ou après je m'entraînais peut-être, j'essayais de me défier moi-même à la fin de mes séances, ben mon chiffre à chaque fois il a augmenté et c'était puissant de voir ça et de voir aussi qu'il y a plein de personnes qui l'ont fait avec moi. Tout le monde a progressé en fait et on a vu la puissance de la répétition du truc qui a fait que, ben, en fait, si tu répètes, il y a aucune raison que tu progresses pas. Et je suis passée au début, j'arrivais même pas à tenir 3 minutes et après, 6 minutes 16, voilà, pour moi, c'est impensable. Vu que là, j'en fais plus, là, si je le fais maintenant, je sais que je vais pas tenir 6 minutes 16. Mais si je répète, bah, peut-être que dans 2, 3, 4 semaines, j'arriverai à le faire. Tout à fait. La répétition, la fameuse. La clé. Ouais, non mais c'est fou, c'est bien parce que je sais pas, ça fait combien de temps là, 45 minutes à peu près, on a eu le temps quand même d'aborder des facteurs clés de réussite, entre guillemets. Quand on dit réussite, c'est la réussite de la vie, chacun peut l'écrire à sa manière, mais du coup, bah, comment y arriver, quels sont les facteurs clés de succès, et je pense qu'on les a un petit peu tous abordés à travers ton témoignage en fait. C'est vrai qu'on a balayé pas mal de choses. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Claudia pour ton témoignage. On a deux petites questions qui sont des questions rituelles dans le podcast des locomotives. Allez. Donc la première, et je suis sûre que tu en as une, voire plusieurs, est-ce que tu as une phrase ou un mantra qui te guide dans la vie? Alors, ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, et qui changent au fil du temps, au fil de l'année. Je pense que j'en ai un que j'aime bien en ce moment, c'est ne jamais sous-estimer le pouvoir de la connerie, mais ça, c'est avec mon groupe d'amis parce qu'un jour j'ai dit ça et puis finalement je me suis dit: «Mais oui, c'est vrai que la connerie, ça rassemble, ça» voilà. Après moi j'aime bien cette phrase qui dit, «Ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Oui, tout à fait. Et il y a pas longtemps, j'ai sorti: «C'est impossible que ce soit pas possible». Voilà et j'aime bien aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir du moment c'est beaucoup basé sur nos croyances, en fait. Dès qu'on sait que quelque chose, heu, ou qu'on nous dit: «C'est pas possible», beh, là, les barrières, elles sont en train de se mettre dans notre tête. Mais si on n'est pas au courant de tout ça, bah, en fait, finalement, on se rend compte qu'on peut l'atteindre, quoi. Et c'est là aussi qu'il y a, des déclics, au niveau mental qui sont à faire, quoi. Oui, tout à fait. Tu fais un lien avec le pouvoir de l'ignorance. Exactement. Ouais, dont parle Fabrice Midal dans l'un de ses livres. Il raconte la théorie du bourdon. Bref, je te laisse regarder si jamais tu connais pas. Ça a l'air Mais, hyper intéressant, ah, ouais. mais c'est ouf, c'est complètement ouf. Mais j'adore. Du coup, super, merci pour ces deux petites phrases. Et du coup, bah, la dernière question, bah, je pense connaître un petit peu la réponse, sauf si t'avais autre chose quand tu étais encore plus jeune. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais être? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite fille? Wonder Woman. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, direct. Non, bah, Bah je ouais. voulais être dans le sport, je voulais ça a toujours été le cas. Ça a toujours en fait, plus que ça, je voulais, malgré parce que j'ai une base, ça on la voit pas, mais j'ai une grosse base de timidité et de réservé. Mais malgré ça, on dit souvent que les timides, c'est les plus grands communicants. C'est des personnes qui veulent communiquer, mais qui un jour on leur a mis un tais-toi, en fait. Et en fait, ils sont devenus timides parce qu'ils se sont dit: «C'est pas intéressant ce que je veux dire». Mais du coup, ils avaient toujours ce truc en eux de vouloir transmettre et communiquer. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais au fond de moi. Transmettre, communiquer, mais pas seulement des informations, c'est aussi transmettre beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et j'aime bien cette phrase aussi que justement, David Lefrançois nous transmet, je crois que c'est dès le premier jour de notre arrivée à l'institut. Il dit, «Avant de vouloir rendre les autres meilleurs, rendez-les plus heureux». Et ça, franchement, on peut la rajouter dans les Ah ouais, elle mantras est parce que parfaite celle-là. elle me drive beaucoup. Parce que parfois, je peux me mettre une pression quand j'accompagne les personnes à me dire: «OK, comment je peux faire pour le rendre meilleur?» Je me dis: «Si ça marche pas et tout», occupe-toi d'abord de les rendre plus heureux et finalement, tu verras que c'est là que tu fais grandir les personnes et c'est là qu'aussi ils arrivent à mettre des choses en place dans leur vie. Et ça, c'est extrêmement puissant et c'est aussi allié avec, ma mission de vie de rendre les autres, heureux physiquement et mentalement, en fait. C'est-à-dire une meilleure santé, physique et mentale. Donc ça va être vraiment sur ça. Ça va pas être seulement d'être sportive et de transmettre le sport, la motivation, ça va être aussi, beaucoup plus profond, on va dire. Tout à fait. En tout cas, on finit sur une très belle phrase parce que j'aime beaucoup. Et elle est très vraie. Elle est très très vraie cette phrase. Ouais.
Et ben merci Claudia pour toute Bah, la merci à joie toi, que tu Sandra. nous as apportée. C'était un plaisir Ouais, de carrément. un plaisir pour moi aussi. Parfait, plaisir partagé complètement. Merci infiniment Claudia et je te souhaite évidemment beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, tout ce que tu veux atteindre dans ta vie, je te le souhaite. À toi également, ainsi qu'à toutes les auditrices. Merci Claudia, ciao ciao. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.